Balzac, roman, Histoire des 13, 1, Ferragus, texte dédié à Hector Berlioz, ce qui n'est peut-être pas à prendre à la légère si on considère comment, dans ce texte, la ville elle-même devient sujet bien en amont de l'intrigue violente, cruelle quand même. Hector Berlioz. Il est dans Paris certaines rues déshonorées autant que peut l'être un homme coupable d'infamie. Puis il existe des rues nobles, puis des rues simplement honnêtes, puis de jeunes rues sur la moralité desquelles le public ne s'est pas encore formé d'opinion, puis des rues assassines, des rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles, des rues estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales, des rues ouvrières, travailleuses, mercantiles. Enfin, les rues de Paris ont des qualités humaines et nous impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Il y a des rues de mauvaise compagnie où vous ne voudriez pas demeurer et des rues où vous placeriez volontiers votre séjour. Quelques rues, ainsi que la rue Montmartre, ont une belle tête et finissent en queue de poisson. La rue de la Paix est une large rue, une grande rue, mais elle ne réveille aucune des pensées gracieusement nobles qui surprennent une âme impressible au milieu de la rue royale, et elle manque certainement de la majesté qui règne dans la place Vendôme. Si vous vous promenez dans les rues de l'île Saint-Louis, ne demandez raison de la tristesse nerveuse qui s'empare de vous qu'à la solitude, à l'air morne des maisons et des grands hôtels déserts. Cette île, le cadavre des fermiers généraux, est comme la Venise de Paris. La place de la Bourse est babillarde, active, prostituée. Elle n'est belle que par un clair de lune à 2 heures du matin. Le jour, c'est un abrégé de Paris. Pendant la nuit, c'est comme une rêverie de la Grèce. La rue Traversière Saint-Honoré n'est-elle pas une rue infâme? Il y a là de méchantes petites maisons à 2 croisées où d'étage en étage se trouvent des vices, des crimes, de la misère. Les rues étroites exposées au nord, où le soleil ne vient que 3 ou 4 fois dans l'année, sont des rues assassines qui tuent impunément. La justice d'aujourd'hui ne s'en mêle pas. Mais autrefois, le Parlement eût peut-être mandé le lieutenant de police pour le vitupérer à ses causes et aurait au moins rendu quelque arrêt contre la rue, comme jadis il emporta contre les perruques du chapitre de Beauvais. Cependant, M. Benoîton de Châteauneuf a prouvé que la mortalité de ces rues était du double supérieure à celle des autres. Pour résumer ses idées par un exemple, la rue Fromenteau n'est-elle pas tout à la fois meurtrière et de mauvaise vie? Ces observations incompréhensibles au-delà de Paris seront sans doute saisies par ces hommes d'étude et de pensée, de poésie et de plaisir, qui savent récolter en flânant dans Paris la masse de jouissances flottant à toute heure entre ses murailles. Par ceux pour lesquels Paris est le plus délicieux des monstres, là, jolie femme, plus loin, vieux et pauvres, ici, tout neuf, comme la monnaie d'un nouveau règne, dans ce coin, élégant comme une femme à la mode, monstre complet d'ailleurs. Ces greniers, espèces de têtes pleines de science et de génie, ces premiers étages, estomac heureux, ces boutiques, véritables pieds, de là partent tous les trotteurs, tous les affairés, et quelle vie toujours active a le monstre. À peine le dernier frétillement des dernières voitures de bal cesse-t-il au cœur que déjà ses bras se remuent au
barrière et il se secoue lentement. Toutes les portes bâillent, tournent sur leurs gonds comme les membranes d'un grand homard, invisiblement manœuvré par 30 000 hommes ou femmes dont chacune ou chacun vit dans 6 pieds carrés. Il possède une cuisine, un atelier, un lit, des enfants, un jardin, n'y voit pas clair et doit tout voir. Insensiblement, les articulations craquent, le mouvement se communique, la rue parle. À midi, tout est vivant, les cheminées fument, le monstre mange, puis il rugit, puis ses 1000 pattes s'agitent. Beau spectacle. Mais ô Paris, qui n'a pas admiré les sombres passages, les échappées de lumière, les culs-de-sac profonds et silencieux, qui n'a pas entendu les murmures entre minuit et 2 heures du matin, ne connaît encore rien de la vraie poésie, ni de tes bizarres et larges contrastes. Il est un petit nombre d'amateurs, de gens qui ne marchent jamais en écervelés, qui dégustent leur Paris, qui en possèdent si bien la physionomie qu'ils y voient une verrue, un bouton, une rougeur. Pour les autres, Paris est toujours cette monstrueuse merveille, étonnant assemblage de mouvements, de machines et de pensées. La ville aux 100 000 romans, la tête du monde. Mais pour cela, Paris est triste ou gai, laid ou beau, vivant ou mort. Pour eux, Paris est une créature. Chaque homme, chaque fraction de maison est un lobe du tissu cellulaire de cette grande courtisane de laquelle ils connaissent parfaitement la tête, le cœur et les mœurs fantasques. Aussi, ceux-là sont-ils les amants de Paris. Ils lèvent le nez à tel coin de rue sûr d'y trouver le cadran d'une horloge. Ils disent à un ami dont la tabatière est vide « Prends par tel passage, il y a un débit de tabac à gauche près d'un pâtissier qui a une jolie femme. » Voyager dans Paris est pour ces poètes un luxe coûteux. Comment ne pas dépenser quelques minutes devant les drames, les désastres, les figures, les pittoresques accidents qui vous assaillent au milieu de cette mouvante reine des cités vêtue d'affiches et qui, néanmoins, n'a pas un coin de propre tant elle est complaisante aux vices de la nation française. À qui n'est-il pas arrivé de partir le matin de son logis pour aller aux extrémités de Paris sans avoir pu en quitter le centre à l'heure du dîner? Ceux-là seront excusés, ce début vagabond qui, cependant, se résume par une observation éminemment utile et neuve, autant qu'une observation peut être neuve à Paris, où il n'y a rien de neuf, pas même la statue posée d'hier sur laquelle un gamin a déjà mis son nom. Oui, donc, il est des rues ou des fins de rues. Il est certaines maisons, inconnues pour la plupart aux personnes du grand monde, dans lesquelles une femme appartenant à ce monde ne saurait aller sans faire penser d'elle les choses les plus cruellement blessantes. Si cette femme est riche, si elle a voiture, si elle se trouve à pied ou déguisée en quelques-uns de ces défilés du pays parisien, elle y compromet sa réputation d'honnête femme. Mais si, par hasard, elle y est venue à 9 heures du soir, les conjectures qu'un observateur peut se permettre deviennent épouvantables par leurs conséquences. Enfin, si cette femme est jeune et jolie, si elle entre dans quelque maison d'une de ces rues, si la maison a une allée longue et sombre, humide et puante, si au fond de l'allée tremblote la lueur pâle d'une lampe et que sous cette lueur se dessine un horrible visage de vieille femme aux doigts décharnés, en vérité, disons-le, par intérêt pour les jeunes et jolies femmes, cette femme est perdue. Elle est à la merci du premier homme de sa connaissance qui la rencontre dans ces marécages parisiens.
Mais il y a telle rue de Paris où cette rencontre peut devenir le drame le plus effroyablement terrible, un drame plein de sang et d'amour, un drame de l'école moderne. Malheureusement, cette conviction dramatique sera, comme le drame moderne, compris par peu de personnes. Et c'est grand pitié de raconter une histoire à un public qui n'en épouse pas tout le mérite local. Mais qui peut se flatter d'être jamais compris? Nous mourrons tous inconnus. C'est le mot des femmes et celui des auteurs. À 8h30 du soir, rue Pagevin, dans un temps où la rue Pagevin n'avait pas un mur qui ne répétât un mot infâme, et dans la direction de la rue Soly, la plus étroite et la moins praticable de toutes les rues de Paris, sans en excepter le coin le plus fréquenté de la rue la plus déserte au commencement du mois de février. Il y a de cette aventure environ 13 ans, un jeune homme, par l'un de ces hasards qui n'arrivent pas 2 fois dans la vie, tournait à pied le coin de la rue Pagevin pour entrer dans la rue des Vieux Augustins, du côté droit, où se trouve précisément la rue Soly. Là, ce jeune homme, qui demeurait, lui, rue de Bourbon, trouva dans la femme à quelques pas de laquelle il marchait, fort insouciamment, de vagues ressemblances avec la plus jolie femme de Paris, une chaste et délicieuse personne de laquelle il était en secret passionnément amoureux, et amoureux sans espoir. Elle était mariée. En un moment, son cœur bondit, une chaleur intolérable sourdit de son diaphragme et passa dans toutes ses veines. Il eut froid dans le dos et sentit dans sa tête un frémissement superficiel. Il aimait, il était jeune, il connaissait Paris, et sa perspicacité ne lui permettait pas d'ignorer tout ce qu'il y avait d'infamie possible pour une femme élégante, riche, jeune et jolie, à se promener là d'un pied criminellement furtif. Elle, dans cette grotte, à cette heure, l'amour que ce jeune homme avait pour cette femme pourra sembler bien romanesque, et d'autant plus même qu'il était officier dans la garde royale. S'il eût été dans l'infanterie, la chose serait encore vraisemblable. Mais officier supérieur de cavalerie, il appartenait à l'arme française qui veut le plus de rapidité dans ses conquêtes, qui tire vanité de ses mœurs amoureuses autant que de son costume. Cependant, la passion de cet officier était vraie, et à beaucoup de jeunes cœurs, elle paraîtra grande. Il aimait cette femme parce qu'elle était vertueuse. Il en aimait la vertu, la grâce décente, l'imposante sainteté, comme les plus chers trésors de sa passion inconnue. Cette femme était vraiment digne d'inspirer un de ces amours platoniques qui se rencontrent comme des fleurs au milieu de ruines sanglantes dans l'histoire du Moyen-Âge. Quand il n'y a pas de virgule chez Balzac, moi je rajoute pas de virgule en lisant, hein. On est d'accord. Digne d'être secrètement le principe de toutes les actions d'un homme jeune, amour aussi haut, aussi pur que le ciel quand il est bleu, amour sans espoir et auquel on s'attache parce qu'il ne trompe jamais, amour prodigue de jouissances effrénées, surtout à un âge où le cœur est brûlant, l'imagination mordante et où les yeux d'un jeune homme voient bien clair. Il se rencontre dans Paris des effets de nuit singuliers, bizarres, inconcevables. Ceux-là seulement qui se sont amusés à les observer savent combien la femme y devient fantastique à la brune. Tantôt la créature que vous y suivez par hasard ou à dessein vous paraît svelte. Tantôt le bas, s'il est bien blanc, vous fait croire à des jambes fines et élégantes, puis la taille, quoique enveloppée d'un châle, d'une pelisse, se révèle jeune et voluptueuse dans l'ombre. Enfin, les clartés incertaines d'une boutique ou d'un réverbère donnent à l'inconnu un éclat fugitif, presque toujours trompeur, qui réveille, allume l'imagination et la lance au-delà du vrai. Les sens s'émeuvent alors, tout se colore et s'anime.
La femme prend un aspect tout nouveau, son corps s'embellit par moments, ce n'est plus une femme, c'est un démon, un feu follet qui vous entraîne par un ardent magnétisme jusqu'à une maison décente où la pauvre bourgeoise, ayant peur de votre pas menaçant ou de vos bottes retentissantes, vous ferme la porte cochère au nez sans vous regarder. La lueur vacillante que projetait le vitrage d'une boutique de cordonnier illumina soudain, précisément à la chute des reins, la taille de la femme qui se trouvait devant le jeune homme. Ah, certes, elle seule était ainsi cambrée. Elle seule avait le secret de cette chaste démarche qui met innocemment en relief les beautés des formes les plus attrayantes. C'était son châle du matin et le chapeau de velours du matin. À son bas de soie gris, pas une mouche. À son soulier, pas une éclaboussure. Le châle était bien collé sur le buste. Il en dessinait vaguement les délicieux contours. Le jeune homme en avait vu les blanches épaules au bal. Il savait tout ce que ce châle couvrait de trésors. À la manière dont s'entortille une Parisienne dans son châle, à la manière dont elle lève le pied dans la rue, un homme d'esprit devine le secret de sa course mystérieuse. Il y a je ne sais quoi de frémissant, de léger dans la personne et dans la démarche. La femme semble peser moins, elle va, ou mieux, elle file comme une étoile et vole emportée par une pensée que trahissent les plis et les jeux de sa robe. Le jeune homme hâta le pas, devança la femme, se retourna pour la voir. Elle avait disparu dans une allée dont la porte à claire-voie et à grelots claquait et sonnait. Le jeune homme revint et vit cette femme montant au fond de l'allée, non sans recevoir l'obséquieux salut d'une vieille portière, un tortueux escalier dont les premières marches étaient fortement éclairées, et madame montait lestement, vivement, comme doit monter une femme impatiente. Impatiente de quoi? Se dit le jeune homme qui se recula pour se coller en espalier sur le mur de l'autre côté de la rue. Et il regarda le malheureux de tous les étages de la maison avec l'attention d'un agent de police cherchant son conspirateur. C'était une de ces maisons comme il y en a des milliers à Paris, maisons ignobles, vulgaires, étroites, jaunâtres de ton, à 4 étages et à 3 fenêtres. La boutique et l'entresol appartenaient au cordonnier. Les persiennes du premier étage étaient fermées. Où allait madame ? Le jeune homme crut entendre les tintements d'une sonnette dans l'appartement du second. Effectivement, une lumière s'agita dans une pièce à 2 croisées fortement éclairée et illumina soudain la 3e, dont l'obscurité annonçait une première chambre, sans doute le salon ou la salle à manger de l'appartement. Aussitôt, la silhouette d'un chapeau de femme se dessina vaguement, la porte se ferma, la première pièce redevint obscure, puis les 2 dernières croisées reprirent leur teinte rouge. Là, le jeune homme entendit « Gare !» et reçut un coup à l'épaule. « Vous faites donc attention à rien !» dit une grosse voix. C'était la voix d'un ouvrier portant une longue planche sur son épaule. Et l'ouvrier passa. Cet ouvrier était l'homme de la Providence, disant à ce curieux « De quoi te mêles-tu? Songe à ton service. Laisse les Parisiens à leurs petites affaires. » Le jeune homme se croisa les bras, puis n'étant vu de personne, il laissa rouler sur ses joues des larmes de rage sans les essuyer. Enfin, la vue des ombres qui se jouaient sur ces 2 fenêtres éclairées lui faisait mal. Il regarda au hasard dans la partie supérieure de la rue des Vieux Augustins et il vit un fiacre arrêté le long d'un mur, à un endroit où il n'y avait ni porte de maison ni lueur de boutique. Est-ce elle? N'est-ce pas elle? La vie ou la mort pour un amant, et cet amant attendait. Il resta là pendant un siècle de 20 minutes. Après, la femme descendit. Il reconnut alors celle qu'il aimait secrètement. Néanmoins, il voulut douter encore. L'inconnu alla vers le fiacre et y monta.
La maison sera toujours là, je pourrai toujours la fouiller, se dit le jeune homme qui suivit la voiture en courant afin de dissiper ses derniers doutes. Et bientôt, il n'en conserva plus. La fiacre s'arrêta rue de Richelieu, devant la boutique d'un magasin de fleurs près de la rue de Ménard. La dame descendit, entra dans la boutique, envoya l'argent dû au cocher et sortit après avoir choisi des marabouts. Des marabouts pour ses cheveux noirs. Brune, elle avait approché de sa tête le plumage pour en voir l'effet. L'officier croyait entendre la conversation de cette femme avec les fleuristes. « Madame, rien ne va mieux aux brunes. Les brunes ont quelque chose de trop précis dans les contours. Les marabouts prêtent à leur toilette un flou qui leur manque. Madame la duchesse de Langeais dit que cela donne à une femme quelque chose de vague, d'ossianique, de trait comme il faut. Bien, envoyez-les-moi promptement. » Puis la dame tourna lestement vers la rue de Ménard et rentra chez elle. Quand la porte de l'hôtel où elle demeurait fut fermée, le jeune amant, ayant perdu toutes ses espérances, ses doubles malheurs, ses plus chères croyances, alla dans Paris comme un homme ivre et se trouva bientôt chez lui sans savoir comment il y était venu. Il se jeta dans un fauteuil, resta les pieds sur ses chenets, la tête entre ses mains, séchant ses bottes mouillées, les brûlant même. Ce fut un moment affreux, un de ces moments où dans la vie humaine le caractère se modifie et où la conduite du meilleur homme dépend du bonheur ou du malheur de sa première action, providence ou fatalité. Choisissez. Ce jeune homme appartenait à une bonne famille, dont la noblesse n'était d'ailleurs pas très ancienne. Mais il y a si peu d'anciennes familles aujourd'hui que tous les jeunes gens sont anciens, sans conteste. Son aïeul avait acheté une charge de conseiller au Parlement de Paris, où il était devenu président. Ses fils, pourvus chacun d'une belle fortune, entrèrent au service et par leurs alliances arrivèrent à la cour. La Révolution avait balayé cette famille, mais il en était resté une vieille douairière entêtée qui n'avait pas voulu émigrer et qui, mise en prison, menacée de mourir et sauvée au 9 Thermidor, retrouva ses biens. Elle fit revenir en temps utile, vers 1804, son petit-fils, Auguste de Maulincour, l'unique rejeton des Carbonons de Maulincour, qui fut élevé par la bonne douairière avec un triple soin de mère, de femme noble et de douairière entêtée. Puis, quand vint la Restauration, le jeune homme, alors âgé de 18 ans, entra dans la Maison Rouge, suivit les princes à Gand, fut fait officier dans les gardes du corps, en sortit pour servir dans la ligne, fut rappelé dans la garde royale où il se trouvait alors, à 23 ans, chef d'escadron d'un régiment de cavalerie, position superbe et due à sa grand-mère qui, malgré son âge, savait très bien son monde. Cette double biographie est le résumé de l'histoire générale et particulière, sauf les variantes de toutes les familles qui ont émigré, qui avaient des dettes et des biens, des douairières et de l'entregent. Madame la baronne de Maulincour avait pour ami le vieux vidame de Pamiers, ancien commandant de l'ordre de Malte. C'était une de ces amitiés éternelles fondées sur des liens sexagénaires et que rien ne peut plus tuer, parce qu'au fond de ces liaisons, il y a toujours des secrets de cœur humain, admirables à deviner quand on en a le temps, mais insipides à expliquer en 20 lignes, qui ferait le texte d'un ouvrage en 4 volumes, amusant comme peut l'être Le Doyen de Killerine, une de ses œuvres dont parlent les jeunes gens et qu'ils jugent sans les avoir lues. Auguste de Maulincour tenait donc au faubourg Saint-Germain par sa grand-mère et par le vidame, et il lui suffisait de dater de 2 siècles pour prendre les airs et les opinions de ceux qui prétendent remonter à Clovis. Ce jeune homme, pâle, long et fluet, délicat en apparence, homme d'honneur et de vrai courage d'ailleurs, qui se battait en duel sans hésiter pour un oui, pour un non, ne s'était encore trouvé sur aucun champ de bataille et portait à sa boutonnière la croix de la Légion d'honneur. C'était, vous le voyez, une des fautes vivantes de la Restauration, peut-être la plus pardonnable. La jeunesse de ce temps n'a été la promesse d'aucune époque.
Elle s'est rencontrée entre les souvenirs de l'Empire et les souvenirs de l'émigration, entre les vieilles traditions de la cour et les études consciencieuses de la bourgeoisie, entre la religion et les bals costumés, entre les foi de la politique, entre Louis XVIII qui ne voyait que le présent et Charles X qui voyait trop en avant, puis obligé de respecter la volonté du roi, quoique la royauté se trompât. Cette jeunesse, incertaine en tout, aveugle et clairvoyante, ne fut comptée pour rien par des vieillards jaloux de garder les rênes de l'État dans leurs mains débiles, tandis que la monarchie pouvait être sauvée par leur retraite et par l'accès de cette jeune France, de laquelle aujourd'hui les vieux doctrinaires, ces émigrés de la Restauration, se moquent encore. Auguste de Maulincour était une victime des idées qui pesaient alors sur cette jeunesse, et voici comment. Le vidame était encore à 67 ans un homme très spirituel, ayant beaucoup vu, beaucoup vécu, comptant bien, homme d'honneur, galant homme, mais qui avait à l'endroit des femmes les opinions les plus détestables. Il les aimait et les méprisait. Leur honneur, leurs sentiments, rares, bagatelles et momeries, près d'elle, il croyait en elle, le ci-devant monstre. Il ne les contredisait jamais et les faisait valoir. Mais entre amis, quand il en était question, le vidame posait en principe que tromper les femmes, mener plusieurs intrigues de front, devait être toute l'occupation des jeunes gens qui se fourvoyaient en voulant se mêler d'autres choses dans l'État. Il est fâcheux d'avoir à esquisser un portrait si suranné. N'a-t-il pas figuré partout, et littéralement n'est-il pas presque aussi usé que celui d'un grenadier de l'Empire? Mais le vidame eut sur la destinée de M. de Maulincour une influence qu'il était nécessaire de consacrer. Il le moralisait à sa manière et voulait le convertir aux doctrines du grand siècle de la galanterie. La douairière, femme tendre et pieuse, assise entre son vidame et Dieu, modèle de grâce et de douceur, mais doué d'une persistance de bon goût qui triomphe de tout à la longue, avait voulu conserver à son petit-fils les belles illusions de la vie. Elle avait élevé dans les meilleurs principes, elle lui donna toutes ses délicatesses et en fit un homme timide, un vrai sot en apparence. La sensibilité de ce garçon, conservée pure, ne s'usa point au dehors, et lui resta si pudique, si chatouilleuse, qu'il était vivement offensé par des actions et des maximes auxquelles le monde n'attachait aucune importance. Honteux de sa susceptibilité, le jeune homme la cachait sous une assurance menteuse et souffrait en silence. Mais il se moquait avec les autres de choses que seul il admirait. Aussi fut-il trompé parce que, suivant un caprice assez commun de la destinée, il rencontra dans l'objet de sa première passion, lui, homme de douce mélancolie et spiritualiste en amour, une femme qui avait pris en horreur la sensibilité allemande. Le jeune homme douta de lui, devint rêveur, se roula dans ses chagrins en se plaignant de ne pas être compris. Puis, comme nous désirons d'autant plus violemment les choses qu'il nous est plus difficile de les avoir, il continua d'adorer les femmes avec cette ingénieuse tendresse et ces félines délicatesses dont le secret leur appartient et dont peut-être veulent-elles garder le monopole. En effet, quoique les femmes se plaignent d'être mal aimées par les hommes, elles ont néanmoins peu de goût pour ceux dont l'âme est à demi féminine. Toute leur supériorité consiste à faire croire aux hommes qu'ils leur sont inférieurs en amour. Aussi quittent-elles assez volontiers un amant quand il est assez expérimenté pour leur ravir les craintes dont elles veulent se parer, ces délicieux tourments de la jalousie à faux, ces troubles de l'espoir trompé, ces vaines attentes, enfin tout le cortège de leur bonne misère de femmes. Elles ont en horreur les grandissons. Qu'y a-t-il de plus contraire à leur nature qu'un amour tranquille et parfait? Elles veulent des émotions et le bonheur sans orage n'est plus le bonheur pour elles. Les âmes féminines assez puissantes pour mettre l'infini dans l'amour constituent d'angéliques exceptions et sont, parmi les femmes,
ce que sont les beaux génies comme les chefs-d'œuvre. Les grandes passions sont rares comme les chefs-d'œuvre. Or, cet amour, il n'y a que des arrangements, des irritations passagères, méprisables comme tout ce qui est petit. Au milieu des secrets désastres de son cœur, pendant qu'il cherchait une femme par laquelle il pût être compris, recherche qui, pour le dire en passant, est la grande folie amoureuse de notre époque, Auguste rencontra dans le monde le plus éloigné du sien, dans la seconde sphère du monde d'argent où la haute banque tient le premier rang, une créature parfaite, une de ces femmes qui ont ce je ne sais quoi de saint et de sacré, qui inspire tant de respect que l'amour a besoin de tous les secours d'une longue familiarité pour se déclarer. Auguste se livra donc tout entier aux délices de la plus touchante et de la plus profonde des passions à un amour purement admiratif. Ce fut d'innombrables désirs réprimés, nuances de passion si vagues et si profondes, si fugitives et si frappantes qu'on ne sait à quoi les comparer. Elles ressemblent à des parfums, à des nuages, à des rayons de soleil, à des ombres, à tout ce qui, dans la nature, peut en un moment briller et disparaître, se raviver et mourir en laissant au cœur de longues émotions. Dans le moment où l'âme est encore assez jeune pour concevoir la mélancolie, les lointaines espérances essaient de trouver dans la femme plus qu'une femme, n'est-ce pas le plus grand bonheur qui puisse échoir à un homme que d'aimer assez pour ressentir plus de joie, à toucher un gant blanc, à effleurer des cheveux, à écouter une phrase, à jeter un regard que la possession la plus fougueuse n'en donne à l'amour heureux. Aussi les gens rebutés, les laides, les malheureux, les amants inconnus, les femmes ou les hommes timides connaissent-ils seuls les trésors que renferme la voix de la personne aimée. En prenant leur source et leur principe dans l'âme même, les vibrations de l'air chargé de feu mettent si violemment les cœurs en rapport, y portent si lucidement la pensée et sont si peu menteuses qu'une seule inflexion est souvent tout un dénouement. Combien d'enchantements ne prodigue pas au cœur d'un poète le timbre harmonieux d'une voix douce? Combien d'idées elle y réveille, quelle fraîcheur elle y répand? L'amour est dans la voix avant d'être avoué par le regard. Auguste, poète, à la manière des amants, il y a les poètes qui sentent et les poètes qui expriment, les premiers sont les plus heureux. Auguste avait savouré toutes ces joies premières, si larges, si fécondes. Elle possédait le plus flatteur organe que la femme la plus artificieuse ait jamais souhaité pour pouvoir tromper à son aise. Elle avait cette voix d'argent qui, douce à l'oreille, n'est éclatante que pour le cœur qu'elle trouble et remue, qu'elle caresse en le bouleversant. Et cette femme allait le soir rue Soly, près de la rue Pagevin, et sa furtive apparition dans une infâme maison venait de briser la plus magnifique des passions. La logique du vidame triompha. Si elle trahit son mari, nous nous vengerons, dit Auguste. Il y avait encore de l'amour dans le si. Le doute philosophique de Descartes est une politesse par laquelle il faut toujours honorer la vertu. 10 heures sonnèrent. En ce moment, le baron de Maulincour se rappela que cette femme devait aller au bal dans une maison où il avait accès. Sur le champ, il s'habilla, partit, arriva, la chercha d'un air sournois dans les salons. Madame de Nucingen, le voyant si affairé, lui dit « Vous ne voyez pas Madame Jules, mais elle n'est pas encore venue. »« Bonjour, ma chère, dit une voix. Auguste et Madame de Nucingen se retournent. Madame Jules arrivait, vêtue de blanc, simple et noble, coiffée précisément avec les marabouts que le jeune homme lui avait vu choisir dans le magasin de fleurs. Cette voix d'amour perça le cœur d'Auguste. S'il avait su conquérir le moindre droit qui lui permît d'être jaloux de cette femme, il aurait pu la pétrifier en lui disant « rue Soly ». Mais quand, lui, étranger, eut 1000 fois répété ce nom à l'oreille de Madame Jules, elle lui aurait avec étonnement demandé ce qu'il voulait dire. Il la regarda d'un air stupide. Pour les gens méchants et qui rient de tout, c'est peut-être un grand amusement
que de connaître le secret d'une femme, de savoir que sa chasteté ment, que sa figure calme cache une pensée profonde, qu'il y a certaines âmes qu'un tel spectacle contriste réellement. Et beaucoup de ceux qui en rient, rentrés chez eux, seuls avec leur conscience, maudissent le monde et méprisent une pareille femme. Tel se trouvait Auguste de Maulincour en présence de madame Jules. Situation bizarre, il n'existait pas entre eux d'autres rapports que ceux qui s'établissent dans le monde entre gens qui échangent quelques mots 7 ou 8 fois par hiver, et il lui demandait compte d'un bonheur ignoré d'elle. Il la jugeait sans lui faire connaître l'accusation. Beaucoup de jeunes gens se sont trouvés ainsi rentrant chez eux, désespérés d'avoir rompu pour toujours avec une femme adorée en secret, condamnée, méprisée en secret. C'est des monologues inconnus, dits au mur d'un réduit solitaire, des orages nés et calmés sans être sortis du fond des cœurs, d'admirables scènes du monde moral auquel il faudrait un peintre. Madame Jules alla s'asseoir en quittant son mari qui fit le tour du salon. Quand elle fut assise, elle se trouva comme gênée, et tout en causant avec sa voisine, elle jetait furtivement un regard sur monsieur Jules Desmarets, son mari, l'agent de change du baron de Nucingen. Voici l'histoire de ce ménage. Monsieur Desmarets était, 5 ans avant son mariage, placé chez un agent de change et n'avait alors, pour toute fortune, que les maigres appointements d'un commis. Mais c'était un de ces hommes auxquels le malheur apprend hâtivement les choses de la vie et qui suivent la ligne droite avec la ténacité d'un insecte voulant arriver à son gîte. Un de ces jeunes gens têtus qui font les morts devant les obstacles et lassent toutes les patiences avec une patience de cloporte. Ainsi, jeune, il avait toutes les vertus républicaines des peuples pauvres. Il était sobre, avare de son temps, ennemi des plaisirs. Il attendait. La nature lui avait d'ailleurs donné les immenses avantages d'un extérieur agréable, son front calme et pur, la coupe de sa figure placide mais expressive, ses manières simples, tout en lui révélait une existence laborieuse et résignée. Cette haute dignité personnelle qui impose et cette secrète noblesse de cœur qui résiste à toutes les situations. Sa modestie inspirait une sorte de respect à tous ceux qui le connaissaient. Solitaire d'ailleurs, au milieu de Paris, il ne voyait le monde que par échappée, pendant le peu de moments qu'il passait dans le salon de son patron les jours de fête. Il y avait chez ce jeune homme, comme chez la plupart des gens qui vivent ainsi, des passions d'une étonnante profondeur, passions trop vastes pour se compromettre jamais dans de petits incidents. Son peu de fortune l'obligeait à une vie austère, et il domptait ses fantaisies par de grands travaux. Après avoir pâli sur les chiffres, il se délassait en essayant avec obstination d'acquérir cet ensemble de connaissances aujourd'hui nécessaires à tout homme qui veut se faire remarquer dans le monde, dans le commerce, au barreau, dans la politique ou dans les lettres. Le seul écueil que rencontrent ces belles âmes est leur probité même. Voient-ils une pauvre fille, ils s'en amourachent, l'épousent et usent leur existence à se débattre entre la misère et l'amour. La plus belle ambition s'éteint dans le livre de dépenses du ménage. Jules Desmarets donna pleinement dans cet écueil. Un soir, il vit chez son patron une jeune personne de la plus rare beauté. Les malheureux privés d'affection et qui consument les belles heures de la jeunesse en de longs travaux ont seuls le secret des rapides ravages que fait une passion dans leur cœur déserté, méconnu. Ils sont si certains de bien aimer, toute leur force se concentre si promptement sur la femme de laquelle ils s'éprennent, que près d'elle, ils reçoivent de délicieuses sensations en n'en donnant souvent aucune.
C'est le plus flatteur de tous les égoïsmes pour la femme qui sait deviner cette apparente immobilité de la passion et ces atteintes si profondes qu'il leur faut quelque temps pour reparaître à la surface humaine. Ces pauvres gens anachorètes au sein de Paris ont toutes les jouissances des anachorètes et peuvent parfois succomber à leurs tentations, mais plus souvent trompés, trahis, mésentendus. Il leur est rarement permis de recueillir les doux fruits de cet amour qui, pour eux, est toujours comme une fleur tombée du ciel. Un sourire de sa femme, une seule inflexion de voix suffirent à Jules Desmarets pour concevoir une passion sans bornes. Heureusement, le feu concentré de cette passion secrète se révéla naïvement à celle qui l'inspirait. Ces deux êtres s'aimèrent alors religieusement. Pour tout exprimer d'un mot, ils se prirent sans honte, tous deux, par la main, au milieu du monde, comme deux enfants, frères et sœurs, qui veulent traverser une foule où chacun leur fait place en les admirant. La jeune personne était dans une de ces circonstances affreuses où l'égoïsme a placé certains enfants. Elle n'avait pas d'état civil, et son nom de Clémence, son âge, furent constatés par un acte de notoriété publique. Quant à sa fortune, c'était peu de chose. Jules Desmarets fut l'homme le plus heureux en apprenant ses malheurs. Si Clémence eût appartenu à quelque famille opulente, il aurait désespéré de l'obtenir. Mais elle était une pauvre enfant de l'amour, le fruit de quelque terrible passion adultérine. Ils s'épousèrent. Là commença pour Jules Desmarets une série d'événements heureux. Chacun envia son bonheur, et ses jaloux l'accusèrent dès lors de n'avoir que du bonheur, sans faire la part à ses vertus ni à son courage. Quelques jours après le mariage de sa fille, la mère de Clémence, qui dans le monde passait pour en être la marraine, dit à Jules Desmarets d'acheter une charge d'agent de change en promettant de lui procurer tous les capitaux nécessaires. En ce moment, ces charges étaient encore à un prix modéré. Le soir, dans le salon même de son agent de change, un riche capitaliste proposa sur la recommandation de cette dame à Jules Desmarets le plus avantageux marché qu'il fut possible de conclure, lui donna autant de fonds qu'il lui en fallait pour exploiter son privilège, et le lendemain, l'heureux commis avait acheté la charge de son patron. En 4 ans, Jules Desmarets était devenu un des plus riches particuliers de sa compagnie. Des clients considérables vinrent augmenter le nombre de ceux que lui avait légués son prédécesseur. Il inspirait une confiance sans bornes, et il lui était impossible de méconnaître, dans la manière dont les affaires se présentaient à lui, quelque influence occulte due à sa belle-mère ou à une protection secrète qu'il attribuait à la Providence. Au bout de la 3e année, Clémence perdit sa marraine. En ce moment, M. Jules, que l'on nommait ainsi pour le distinguer de son frère aîné, qu'il avait établi notaire à Paris, possédait environ 200 000 livres de rente. Il n'existait pas, dans Paris, un second exemple du bonheur dont jouissait ce ménage. Depuis 5 ans, cet amour exceptionnel n'avait été troublé que par une calomnie dont M. Jules tira la plus éclatante vengeance. Un de ses anciens camarades attribuait à Madame Jules la fortune de son mari, qu'il expliquait par une haute protection chèrement achetée. Le calomniateur fut tué en duel. La passion profonde des deux époux, l'un pour l'autre, et qui résistaient au mariage, obtenait dans le monde le plus grand succès, quoiqu'elle contrariât plusieurs femmes. Le joli ménage était respecté, chacun le fêtait. On aimait sincèrement monsieur et madame Jules, peut-être parce qu'il n'y a rien de plus doux à voir que des gens heureux. Mais ils ne restaient jamais longtemps dans les salons et s'en sauvaient, impatients de gagner leur nid. D'ailleurs, un grand et bel hôtel de la rue de Ménard, où le sentiment des arts tempérait ce luxe que la gent financière continue à étaler traditionnellement, et où les deux époux recevaient magnifiquement, quoique les obligations du monde leur convinssent peu. Néanmoins, Jules subissait le monde, sachant que tôt ou tard, une famille en a besoin. Mais sa femme et lui s'y trouvaient toujours comme des plantes de serre au milieu d'un orage.
Par une délicatesse bien naturelle, Jules avait caché soigneusement à sa femme et la calomnie et la mort du calomniateur qui avait failli troubler leur félicité. Madame Jules était portée, par sa nature artiste et délicate, à aimer le luxe. Malgré la terrible leçon du duel, quelques femmes imprudentes se disaient à l'oreille que Madame Jules devait se trouver souvent gênée. Les 20 000 francs que lui accordait son mari pour sa toilette et pour ses fantaisies ne pouvaient pas, suivant leurs calculs, suffire à ses dépenses. En effet, on la trouvait souvent bien plus élégante chez elle qu'elle ne l'était pour aller dans le monde. Elle aimait à ne se parer que pour son mari, voulant lui prouver ainsi que pour elle, il était plus que tout le monde. Amour vrai, amour pur, heureux surtout, autant que le peut être un amour publiquement clandestin. Aussi, monsieur Jules, toujours amant, plus amoureux chaque jour, heureux de tout, près de sa femme, même de ses caprices, était-il inquiet de ne pas lui en voir, comme si c'eût été le symptôme de quelque maladie. Auguste de Maulincour avait eu le malheur de se heurter contre cette passion et de s'éprendre de cette femme à en perdre la tête. Cependant, quoiqu'il portât en son cœur un amour si sublime, il n'était pas ridicule. Il se laissait aller à toutes les exigences des mœurs militaires, mais il avait constamment, même en buvant un verre de vin de champagne, cet air rêveur, ce silencieux dédain de l'existence, cette figure nébuleuse qu'ont à divers titres les gens blasés, les gens peu satisfaits d'une vie creuse, et ceux qui se croient poitrinaires ou se gratifient d'une maladie au cœur. Aimer sans espoir, être dégoûté de la vie, constituent aujourd'hui des positions sociales. Or, la tentative de violer le cœur d'une souveraine donnerait peut-être plus d'espérance qu'un amour follement conçu pour une femme heureuse. Aussi, Maulincour avait-il des raisons suffisantes pour rester grave et morne. Une reine a encore la vanité de sa puissance, elle a contre elle son élévation, mais une bourgeoise religieuse est comme un hérisson, comme une huître dans leurs rudes enveloppes. En ce moment, le jeune officier se trouvait près de sa maîtresse anonyme qui ne savait certes pas être doublement infidèle. Madame Jules était là, naïvement posée, comme la femme la moins artificieuse du monde, douce, pleine d'une sérénité majestueuse. Quel abîme est donc la nature humaine! Avant d'entamer la conversation, le baron regardait alternativement et cette femme et son mari. Que de réflexions ne fit-il pas? Il recomposa toutes les nuits d'Yong en un moment. Cependant, la musique retentissait dans les appartements. La lumière y était versée par 1000 bougies. C'était un bal de banquiers, une de ces fêtes insolentes par lesquelles ce monde d'or mat essayait de narguer les salons d'or moulu où riait la bonne compagnie du faubourg Saint-Germain, sans prévoir qu'un jour la banque envahirait le Luxembourg et s'assiérait sur le trône. Les conspirations dansaient alors, aussi insouciantes des futures faillites du pouvoir que des futures faillites de la banque. Les salons dorés de monsieur le baron de Nucingen avaient cette animation particulière que le monde de Paris, joyeuse en apparence du moins, donne aux fêtes de Paris. Là, les hommes de talent communiquent aux sots leur esprit, et les sots leur communiquent cet air heureux qui les caractérise. Par cet échange, tout s'anime, mais une fête de Paris ressemble toujours un peu à un feu d'artifice. Esprit, coquetterie, plaisir, tout y brille et s'y éteint comme des fusées. Le lendemain, chacun a oublié son esprit, ses coquetteries et son plaisir. Quoi, se dit Auguste en forme de conclusion. Les femmes sont donc telles que le vidame les voit? Certes, toutes celles qui dansent ici sont moins irréprochables que ne le paraît Madame Jules, et Madame Jules va rue Soly. La rue Soly était sa maladie. Le mot seul lui crispait le cœur. « Madame, vous ne dansez donc jamais ?» lui demanda-t-il. «
Voici la 3e fois que vous me faites cette question depuis le commencement de l'hiver, dit-elle en souriant. Mais vous ne m'avez peut-être jamais répondu, cela est vrai. Je savais bien que vous étiez fausse comme le sont toutes les femmes, et madame Jules continua de rire. Écoutez, monsieur, si je vous disais la véritable raison, elle vous paraîtrait ridicule. Je ne pense pas qu'il y ait fausseté à ne pas dire des secrets dont tout le monde a l'habitude de se moquer. Tout secret veut, pour être dit, une amitié de laquelle je ne suis sans doute pas digne, madame. Mais vous ne sauriez avoir que de nobles secrets. Me croyez-vous donc capable de plaisanter sur des choses respectables ? Oui, dit-elle, vous, comme tous les autres, vous riez de nos sentiments les plus purs, vous les calomniez. D'ailleurs, je n'ai pas de secret. J'ai le droit d'aimer mon mari à la face du monde. Je le dis, j'en suis orgueilleuse. Et si vous vous moquez de moi en apprenant que je ne danse qu'avec lui, j'aurai la plus mauvaise opinion de votre cœur. Vous n'avez jamais dansé depuis votre mariage qu'avec votre mari ? Oui, monsieur. Son bras est le seul sur lequel je me sois appuyé. Je n'ai jamais senti le contact d'aucun autre homme. Votre médecin ne vous a même pas tâté le pouls ? Eh bien, voilà que vous vous moquez. Non, madame, je vous admire parce que je vous comprends. Mais vous laissez entendre votre voix, mais vous vous laissez voir, mais enfin vous permettez à mes yeux d'admirer ? Ah, voilà mes chagrins, dit-elle en l'interrompant. Oui, j'aurais voulu qu'il fût possible à une femme mariée de vivre avec son mari comme une maîtresse vit avec son amant, car alors pourquoi étiez-vous il y a quelques heures à pied déguisé, rue Soly ? Qu'est-ce que la rue Soly ? Lui demanda-t-elle. Et sa voix, si pure, ne laissa deviner aucune émotion, et aucun trait ne vacilla dans son visage, et elle ne rougit pas, elle resta calme. Quoi ? Vous n'êtes pas monté au second étage d'une maison située rue des Vieux Augustins, au coin de la rue Soly? Vous n'aviez pas un fiacre à 10 pas et vous n'êtes pas revenu rue Richelieu chez la fleuriste où vous avez choisi les marabouts qui parent maintenant votre tête? Je ne suis pas sorti de chez moi ce soir. En mentant ainsi, elle était impassible et rieuse. Elle s'éventait, mais qui eût eu le droit de passer la main sur sa ceinture au milieu du dos, l'aurait peut-être trouvé humide. En ce moment, Auguste se souvint des leçons du vidame. « C'était alors une personne qui vous ressemble étrangement », ajouta-t-il d'un air crédule. « Monsieur, dit-elle, si vous êtes capable de suivre une femme et de surprendre ses secrets, vous me permettrez de vous dire que cela est mal, très mal. Je vous fais l'honneur de ne pas vous croire. » Le baron s'en alla, se plaça devant la cheminée et parut pensif. Il baissa la tête, mais son regard était attaché sournoisement sur madame Jules, qui, ne pensant pas au jeu des glaces, jeta sur lui 2 ou 3 coups d'œil empreints de terreur. Madame Jules fit un signe à son mari, dont elle prit le bras en se levant pour se promener dans les salons. Quand elle passa près de M. de Maulincour, celui-ci, qui causait avec un de ses amis, dit à haute voix, comme s'il répondait à une interrogation: « C'est une femme qui ne dormira certes pas tranquillement cette nuit. » Madame Jules s'arrêta, lui lança un regard imposant, plein de mépris, et continua sa marche sans savoir qu'un regard de plus, s'il était surpris par son mari, pouvait mettre en question et son bonheur et la vie de 2 hommes. Auguste, en proie à la rage qu'il étouffa dans les profondeurs de son âme, sortit bientôt en jurant de pénétrer jusqu'au cœur de cette intrigue. Avant de partir, il chercha madame Jules, afin de la revoir encore, mais elle avait disparu. Quel drame jeté dans cette jeune tête éminemment romanesque comme toutes celles qui n'ont point connu l'amour dans toute l'étendue qu'elle lui donne. Il adorait madame Jules sous une nouvelle forme. Il l'aimait avec la rage de la jalousie, avec les délirantes angoisses de l'espoir. Infidèle à son mari, cette femme devenait vulgaire. Auguste pouvait se livrer à toutes les félicités de l'amour heureux, et son imagination lui ouvrit alors l'immense carrière des plaisirs de la possession. Enfin, s'il avait perdu l'ange, il retrouvait le plus délicieux des démons.
Il se coucha, faisant 1000 châteaux en Espagne, justifiant madame Jules par quelques romanesques bienfaits auxquels il ne croyait pas. Puis il résolut de se vouer entièrement, dès le lendemain, à la recherche des causes, des intérêts, du nœud que cachait ce mystère. C'était un roman à lire, ou mieux, un drame à jouer, et dans lequel il avait son rôle. Une bien belle chose est le métier d'espion quand on le fait pour son compte et au profit d'une passion. N'est-ce pas se donner les plaisirs du voleur en restant honnête homme? Mais il faut se résigner, à bouillir de colère, à rugir d'impatience, à se glacer les pieds dans la boue, à transir et à brûler, à dévorer de fausses espérances. Il faut aller sur la foi d'une indication vers un but, ignorer, manquer son coup, pester, s'improviser à soi-même des élégies, des dithyrambes, s'exclamer niaisement devant un passant inoffensif qui vous admire, puis renverser des bonnes femmes et leurs panier de pommes, courir, se reposer, rester devant une croisée, faire 1000 suppositions. Mais c'est la chasse dans Paris, la chasse avec tous ses accidents, moins les chiens, le fusil et le taillot. Il n'est de comparable à ces scènes que celle de la vie des joueurs. Plus besoin est d'un cœur gros d'amour et de vengeance pour s'embusquer dans Paris comme un tigre qui veut sauter sur sa proie et pour jouir alors de tous les accidents de Paris et d'un quartier en leur prêtant un intérêt de plus que celui dont ils abondent déjà. Alors ne faut-il pas avoir une âme multiple? N'est-ce pas vivre de 1000 passions, de 1000 sentiments ensemble? Auguste de Maulincour se jeta dans cette ardente existence avec amour parce qu'il en ressentit tous les malheurs et tous les plaisirs. Il allait déguisé dans Paris, veillait à tous les coins de la rue Pagevin ou de la rue des Vieux Augustins. Il courait comme un chasseur de la rue de Ménard à la rue Soly, de la rue Soly à la rue de Ménard, sans connaître ni la vengeance, ni le prix dont serait tout puni ou récompensé, tant de soins, de démarches et de ruses. Et cependant, il n'était pas encore arrivé à cette impatience qui tord les entrailles et fait suer. Il flânait avec espoir en pensant que madame Jules ne se hasarderait pas pendant les premiers jours à retourner là où elle avait été surprise. Aussi avait-il consacré ses premiers jours à s'initier à tous les secrets de la rue. Novice en ce métier, il n'osait questionner ni le portier ni le cordonnier de la maison dans laquelle venait madame Jules, mais il espérait pouvoir se créer un observatoire dans la maison située en face de l'appartement mystérieux. Il étudiait le terrain, il voulait concilier la prudence et l'impatience, son amour et le secret. Dans les premiers jours du mois de mars, au milieu des plans qu'il méditait pour frapper un grand coup, et en quittant son échiquier après une de ces factions assidues qui ne lui avaient encore rien appris, il s'en retournait vers 4 heures à son hôtel, où l'appelait une affaire relative à son service, lorsqu'il fut pris rue Coquillière par une de ces belles pluies qui grossissent tout à coup les ruisseaux et dont chaque goutte fait cloche en tombant sur les flaques d'eau de la voie publique. Un fantassin de Paris est alors obligé de s'arrêter tout court, de se réfugier dans une boutique ou un café s'il est assez riche pour y payer son hospitalité forcée. Ou, selon l'urgence, sous une porte cochère, asile des gens pauvres ou mal mis. Comment aucun de nos peintres n'a-t-il pas encore essayé de reproduire la physionomie d'un essaim de Parisiens groupés par un temps d'orage sous le porche humide d'une maison, ou rencontrer un plus riche tableau? N'y a-t-il pas d'abord le piéton rêveur ou philosophe qui observe avec plaisir soit les raies faites par la pluie sur le fond grisâtre de l'atmosphère, espèce de ciselure semblable aux jets capricieux des filets de verre, soit les tourbillons d'eau blanche que le vent roule en poussière lumineuse sur les toits, soit les capricieux dégorgements des tuyaux pétillants, écumeux. Enfin, 1000 autres riens admirables étudiés avec délice par les flâneurs, malgré les coups de balai dont les régale le maître de la loge. Puis, il y a le piéton causeur qui se plaint et converse avec la portière quand elle pose sur son balai comme un grenadier sur son fusil.
le piéton indigent, fantastiquement collé sur le mur sans nul souci de ses haillons habitués au contact des rues, le piéton savant qui étudie, épelle ou lit les affiches sans les achever, le piéton rieur qui se moque des gens auxquels il arrive malheur dans la rue, qui rit des femmes crottées et fait des mines à ceux ou celles qui sont aux fenêtres, à tous les étages, le piéton industriel armé d'une sacoche ou muni d'un paquet traduisant la pluie par profits et pertes, le piéton aimable qui arrive comme un obus en disant « Ah, quel temps, messieurs !» et qui salue tout le monde, enfin, le vrai bourgeois de Paris, homme à parapluie, expert en averse, qui a prévu celle-ci, sorti malgré l'avis de sa femme et qui s'est assis sur la chaise du portier. Selon son caractère, chaque membre de cette société fortuite contemple le ciel, s'en va sautillant pour ne pas se crotter, ou parce qu'il est pressé, ou parce qu'il voit des citoyens marchant malgré vent et marée, ou parce que la cour de la maison étant humide et catharalement mortelle, la lisière, dit un proverbe, est pire que le drap. Chacun a ses motifs. Il ne reste que le piéton prudent, l'homme qui, pour se remettre en route, épie quelques espaces bleus à travers les nuages crevassés. Monsieur de Maulincour se réfugia donc avec toute une famille de piétons sous le porche d'une vieille maison dont la cour ressemblait à un gros tuyau de cheminée. Il y avait le long de ces murs plâtreux, salpêtrés et verdâtres, tant de plombs et de conduits et tant d'étages dans les 4 corps de logis que vous eussiez dit les cascatelles de Saint-Cloud. L'eau ruisselait de toutes parts, elle bouillonnait, elle sautillait, murmurait, elle était noire, blanche, bleue, verte, elle criait, elle foisonnait sous le balai de la portière, vieille femme édentée, faite aux orages, qui semblait les bénir et qui poussait dans la rue 1000 débris dont l'inventaire curieux révélait la vie et les habitudes de chaque locataire de la maison. C'étaient des découpures d'indiennes, des feuilles de thé, des pétales de fleurs artificielles décolorées, manquées, des épluchures de légumes, des papiers, des fragments de métal. À chaque coup de balai, la vieille femme mettait à nu l'âme du ruisseau, cette fente noire découpée en cases de damier, après laquelle s'acharnaient les portiers. Le pauvre amant examinait ce tableau, l'un des milliers que le mouvant Paris offre chaque jour, mais il l'examinait machinalement, un homme absorbé par ses pensées, lorsqu'en levant ses yeux, il se trouva nez à nez avec un homme qui venait d'entrer. C'était, en apparence du moins, un mendiant, mais non pas le mendiant de Paris, création sans nom dans les langages humains. Non, cet homme formait un type nouveau, frappé en dehors de toutes les idées réveillées par le mot de mendiant. L'inconnu ne se distinguait point par ce caractère originalement parisien qui nous saisit assez souvent dans les malheureux, que Charlet a représenté parfois avec un rare bonheur d'observation. Ces de grossières figures roulées dans la boue, à la voix rauque, au nez rougi et bulbeux, à la bouche dépourvue de dents, quoique menaçantes, humbles et terribles, chez lesquelles l'intelligence profonde qui brille dans les yeux semble être un contresens. Quelques-uns de ces vagabonds effrontés ont le teint marbré, gercé, veiné, le front couvert de rugosité, les cheveux rares et sales comme ceux d'une perruque jetée au coin d'une borne. Tous gais dans leur dégradation et dégradés dans leur joie, tous marqués du sceau de la débauche, jettent leur silence comme un reproche. Leur attitude révèle d'effroyables pensées. Placés entre le crime et l'aumône, ils n'ont plus de remords et tournent prudemment autour de l'échafaud sans y tomber, innocents au milieu du vice et vicieux au milieu de leur innocence. Ils font souvent sourire, mais font toujours penser. L'un vous représente la civilisation rabougrie, il comprend tout, l'honneur du bagne, la patrie, la vertu. Puis c'est la malice du crime vulgaire et les finesses d'un forfait élégant. L'autre est résigné,
Mime profond, mais stupide, tous sont des velléités d'ordre et de travail, mais ils sont repoussés dans leur fange par une société qui ne veut pas s'enquérir de ce qu'il peut y avoir de poètes, de grands hommes, de gens intrépides et d'organisations magnifiques parmi les mendiants, ces bohémiens de Paris. Peuple souverainement bon et souverainement méchant, comme toutes les masses qui ont souffert, habitués à supporter des maux inouïs et qu'une fatale puissance maintient toujours au niveau de la boue. Ils ont tous un rêve, une espérance, un bonheur, le jeu, la loterie ou le vin. Il n'y avait rien de cette vie étrange dans le personnage collé fort insouciamment sur le mur, devant M. de Maulincour, comme une fantaisie dessinée par un habile artiste derrière quelque toile retournée de son atelier. Cet homme, long et sec, dont le visage plombé trahissait une pensée profonde et glaciale, séchait la pitié dans le cœur des curieux par une attitude pleine d'ironie et par un regard noir qui annonçait sa prétention de traiter d'égal à égal avec eux. Sa figure était d'un blanc sale, son crâne ridé, dégarni de cheveux, avait une vague ressemblance avec un quartier de granit. Quelques mèches plates et grises, placées de chaque côté de sa tête, descendaient sur le collet de son habit crasseux et boutonné jusqu'au cou. Il ressemblait tout à la fois à Voltaire et à Don Quichotte. Il était railleur et mélancolique, plein de mépris, de philosophie, mais à demi aliéné. Il paraissait ne pas avoir de chemise, sa barbe était longue, sa méchante cravate noire tout usée, déchirée, laissait voir un cou protubérant, fortement sillonné, composé de veines grosses comme des cordes. Un large cercle brun, meurtri, se dessinait sous chacun de ses yeux. Il semblait avoir au moins 60 ans. Ses mains étaient blanches et propres. Il portait des bottes éculées et percées. Son pantalon bleu, raccommodé en plusieurs endroits, était blanchi par une espèce de duvet qui le rendait ignoble à voir, soit que ses vêtements mouillés exhalassent une odeur fétide, soit qu'il eût à l'état normal cette senteur de misère qu'ont les taudis parisiens, de même que les bureaux, les sacristies et les hospices ont la leur, goût fétide et rance dont rien ne saurait donner l'idée. Les voisins de cet homme quittèrent leur place et le laissèrent seul. Il jeta sur eux, puis reporta sur l'officier son regard calme et sans expression, le regard si célèbre de M. de Talleyrand, coup d'œil terne et sans chaleur, espèce de voile impénétrable sous lequel une âme forte cache de profondes émotions et les plus exacts calculs sur les hommes, les choses et les événements. Aucun pli de son visage ne se creusa. Sa bouche et son front furent impassibles, mais ses yeux s'abaissèrent par un mouvement d'une lenteur noble et presque tragique. Il y eut enfin tout un drame dans le mouvement de ses paupières flétries. L'aspect de cette figure stoïque fit naître chez M. de Maulincour l'une de ces rêveries vagabondes qui commencent par une interrogation vulgaire et finissent par comprendre tout un monde de pensées. L'orage était passé. M. de Maulincour n'aperçut plus de cet homme que le pan de sa redingote qui frôlait la borne. Mais en quittant sa place pour s'en aller, il trouva sous ses pieds une lettre qui venait de tomber et devina qu'elle appartenait à l'inconnu en lui voyant remettre dans sa poche un foulard dont il venait de se servir. L'officier, qui prit la lettre pour la lui rendre, en lut involontairement l'adresse à Monsieur Ferragus, rue des Grands Augustins, au coin de la rue Soly, Paris. La lettre ne portait aucun timbre et l'indication empêcha M. de Maulincour de la restituer, car il y a peu de passions qui ne deviennent improbes à la longue. Le baron eut un pressentiment de l'opportunité de cette trouvaille et voulut, en gardant la lettre, se donner le droit d'entrer dans la maison mystérieuse pour venir la rendre à cet homme, ne doutant pas qu'il ne demeurât dans la maison suspecte. Déjà, des soupçons, vagues comme les premières lueurs du jour, lui faisaient établir des rapports entre cet homme et Madame Jules.
les amants jaloux supposent tout. Et c'est en supposant tout, en choisissant les conjectures les plus probables que les juges, les espions, les amants et les observateurs devinent la vérité qui les intéresse. Est-ce à lui, la lettre? Est-elle de Madame Jules? 1000 questions ensemble lui furent jetées par son imagination inquiète. Et voilà, dans la vieille édition 19e qui appartenait à mon grand-père, malheureusement incomplète, mon grand-père maternel. Histoire des 13, première partie de Ferragus. Vous comprenez maintenant l'intérêt qui porte secrètement le peuple des Balsaciens.